Je suis Pascal Leméraire, l'organisateur des Journées de l'économie. Et depuis 4 ans, j'avais lancé ce projet de faire une nocturne de l'économie. En fait, c'est l'idée du dialogue entre les étudiants et les universitaires en priorité, en disant vos savoirs ne servent pas qu'à passer des examens. Vos savoirs, vous pouvez les mobiliser aussi pour mieux comprendre la société. Du coup, on peut aussi être dans ce dialogue entre universitaires et étudiants qui prennent un format un peu nouveau. On avait commencé à la Sorbonne sur les questions européennes avec Mario Monti. Et je suis très content pour cette 4e édition que vous acceptiez de nous accueillir, car c'est vous qui nous invitez ici, pour cette nocturne sur les questions d'économie de la santé. Alors, cette nocturne, elle est montée en partenariat avec l'Association française de sciences économiques, donc une association universitaire, et avec la BRED, il y a son directeur général, et je dois avouer qu'on a une relation un peu particulière, car les journées de l'économie, depuis 11 ans, si elles existent à Lyon, c'est aussi parce que Olivier Klein a été le premier à dire « Moi, je crois qu'on peut parler d'économie à tout le monde, et on va te soutenir ». Donc je suis très content de retrouver ici des gens qui sont depuis le début du projet avec moi. Et le hasard fait qu'en plus, dans cette nocturne, eh bien, j'ai découvert la semaine dernière que vous aviez une administratrice de cette université qui est Françoise Moulin-Civil, qui va vous dire quelques mots. Et Françoise Moulin-Civil était la rectrice à Lyon, celle avec qui nous ouvrions tous les ans les journées de l'économie. Donc, en fait, arriver à Créteil, pour moi, c'est vraiment arriver en pays de connaissance cette année. Je vous souhaite de passer d'excellentes nocturnes et je vous laisse la parole immédiatement. Merci beaucoup. Alors, très heureuse, évidemment, en ma qualité, ça vient d'être rappelé, d'administratrice provisoire de l'Université Paris-Est Créteil, de vous accueillir ici ce soir pour cette conférence, voilà, dont le cadre a été rappelé, donc celui des nocturnes de l'économie. Et c'est vrai que c'est pour moi, voilà, l'occasion, je voulais moi aussi rebondir évidemment sur cette coïncidence, voilà, des temps et des espaces, l'occasion vraiment inattendue, même inespérée, dois-je le dire, de renouer le lien avec les GECO, ces journées de l'économie, et avec Pascal Leméraire. C'est vrai que ces journées de l'économie marquent vraiment de leur empreinte annuelle, je dois le dire, tout l'écosystème lyonnais depuis vraiment plusieurs années. Ça a été rappelé il y a quelques instants. Alors voilà, ça rassemble de grands élus, des institutionnels, des universitaires, des enseignants du supérieur, des enseignants du second degré, une multitude de partenaires. C'est vrai qu'en tant que rectrice, j'allais toujours ouvrir ces journées de l'économie. Donc je dois vous dire que quand ça m'a été proposé pour cette semaine, je n'ai pas tout à fait boudé mon plaisir. Je sais donc déjà l'importance pour bien sûr la science économique de ces rencontres rituelles et qui, pour rituelles qu'elles soient, n'hésitent jamais à aborder des thèmes extrêmement innovants, voire parfois assez provocateurs. Alors ce petit clin d'œil, évidemment, à ma vie d'avant ne saurait masquer, bien sûr, l'intérêt majeur pour l'UPEC, pour l'Université Paris-Est Créteil, d'accueillir sur l'un de ses campus cette manifestation d'envergure et d'organiser cette conférence sur ces sujets d'actualité brûlants que sont la régulation des dépenses de santé, les voies innovantes ouvertes pour l'e-santé, les transformations en cours ou à venir de l'offre de soins, qui interrogent évidemment tout autant les modalités que les réponses que les territoires peuvent apporter à ces questions. C'est dire combien ce qui va être en débat ce soir s'inscrit évidemment dans une ambition de réforme pour l'entier de notre système de santé. Alors il était de mon point de vue très pertinent que cela se passe précisément à l'UPEC, si évidemment les lieux changent toutes les années, qui a acquis, je pense que c'est important de le rappeler ce soir, dans les dernières années, une visibilité vraiment pluridisciplinaire particulièrement frappante dans le champ santé et société. Tant et si bien qu'un des participants à la table ronde tout à l'heure, qui n'est autre que Thomas Barnet, donc professeur de sciences économiques à l'UPEC,
et qui appartient au laboratoire Érudite, mais ce n'est pas le seul ce soir, bien sûr, à être de ce laboratoire présent ici. Il a été chargé pour l'UPEC d'une mission transversale, précisément sur un axe identifié comme structurant et comme signifiant pour cette université, l'axe santé, société, environnement. Stratégique, évidemment, en termes de recherche et de formation, et puis stratégique parce qu'il s'appuie sur une vraie reconnaissance scientifique, puisque c'est lié à deux domaines d'intérêt majeur, un LABEX, etc. Voilà. Cet événement est ainsi doublement important pour l'image de l'UPEC, non seulement au sein de la communauté, bien sûr, nationale des économistes, mais aussi au sein des acteurs du système de santé. J'ajouterai, je terminerai par là, que ces contributions, les contributions qui vont nourrir les tables rondes de ce soir et qui vont porter sur un certain nombre de réformes structurelles à mener en termes d'offres et de demandes, de réduction des inégalités sociales, territoriales, etc. Je ne vais pas vous relire l'entier, évidemment, de ce qui va être débattu dans les tables rondes. Je pense que ce sont des questions, bien sûr, sociétales, qui sont du plus grand intérêt pour les étudiants, quelle que soit, j'allais dire, leur filière, pour tous les étudiants présents ce soir, puisqu'il s'agit évidemment ici d'interroger frontalement, comme savent très bien le faire les économistes, une politique publique qui concerne évidemment chacune et chacun de nous en tant que citoyens. Donc je pense que c'est important que les étudiants aient évidemment accès à ces débats-là ce soir. Voilà, je souhaite le meilleur à cette conférence et ne doute pas qu'elle réponde aux attentes et aux enjeux que Pascal Lemairer, donc directeur bien sûr des Journées de l'économie, rappelait tout à l'heure en ouverture. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce mot d'accueil. Et on va commencer d'abord par accueillir notre grand témoin. Alors je tiens toujours qu'à ce qu'il y ait un grand témoin dans les nocturnes ou dans les journées, qui est un peu celui qui a toute liberté, c'est-à-dire qu'il peut intervenir quand il le souhaite, et souvent d'ailleurs intervenir parce qu'il se dit il y a peut-être quelque chose à expliquer, il y a peut-être un point qu'il faut soulever. Et donc, je suis très heureux d'accueillir Pierre-Louis Bras, qui est le président du Conseil d'orientation des retraites, mais qui a une expérience qui est beaucoup plus large que ça, qui est passé par plusieurs cabinets ministériels. Et je pense que là aussi, cette expérience sur les questions de santé nous sera très utile. Et donc, vous aurez cette faculté, le seul à avoir cette faculté d'ailleurs, d'intervenir totalement librement quand vous le souhaitez. Vous savez que nous allons traiter ce soir du système de santé français. Souvent on me dit « oh, c'est un sujet technique, etc. » Sujet technique, j'en suis pas si sûr. Hein. Je dois vous avouer que j'arrive de Lyon. Quand je suis parti de Lyon, j'avais Lyon-Capitale et en gros, il y avait le scandale des greffes. Et avant d'arriver à Paris, j'avais Marianne, la santé n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'il me semble qu'en fait, si les questions de santé sont techniques, elles occupent quand même énormément la sphère médiatique. Et à partir du moment où c'est très présent dans la sphère médiatique, vous savez comme moi qu'il y a un problème pour arriver à construire une analyse et tout particulièrement pour faire une évaluation des politiques qui sont mises en place. Alors, je ne veux pas totalement favoriser les économistes, mais c'est quand même l'une de leurs spécificités de faire de l'évaluation des politiques publiques, y compris bien évidemment dans les domaines de santé. Et vous avez d'excellents spécialistes ici à Créteil sur ces sujets. Mais finalement, dès qu'on débat des politiques de santé, quand on n'est pas en train de discuter des problèmes du désert médical, on en arrive très très vite à il faut financer la santé, il faut faire des réformes. Et quand on regarde cette question des réformes, on s'aperçoit qu'en fait la santé touche pratiquement à tous les domaines. Hier est paru un rapport qui est le rapport sur les réformes économiques à faire publié par l'OCDE, donc c'est Réformes économiques 2018, que je conseille aux étudiants. Vous allez trouver plein de matières dans ce rapport-là. Et vous apercevez que dans tous les sujets qu'ils abordent, pratiquement, il y a des choses qui ont à voir avec la santé. Parce que je regardais, moi, le rapport sur l'état de santé de la population de la France, rapport 2017. Quasiment, on nous dit que l'état de santé est lié
au travail, au logement, à l'éducation, pratiquement toutes les dimensions sur lesquelles on nous dit il faudrait améliorer les performances économiques pour aller vers une société plus inclusive et aussi plus durable, puisque c'est dans le rapport OCDE un peu les deux thèmes majeurs. Et donc je me suis dit c'est amusant parce qu'on a l'impression qu'en creux, ces sujets de santé sont présents partout, même quand on n'en parle pas. Et sur ces sujets de réforme de manière large, eh bien, j'ai pensé que c'était très bien qu'on ouvre avec un dialogue sur ces enjeux de réforme qui sont largement discutés, avec Agnès Benassi-Kéré, qui est la présidente de l'Association française d'économie, et puis Olivier Klein, qui a une autre compétence que celle d'être le directeur général de la Bret, qui est aussi professeur à HEC. Et j'ai trouvé que c'était très bien qu'on parte de manière large d'un dialogue sur cette question des réformes aujourd'hui qui pouvaient nous sembler pertinentes, avec un grand témoin qui les surveillera de très près au fur et à mesure du dialogue. Et ensuite, nous engagerons les deux tables rondes qui, elles, traiteront des questions précises de santé. Olivier Klein, Agnès Benassi-Kéré, c'est à vous. Bonjour à tous, très enchanté d'être avec vous ce soir. On a décidé avec Agnès Benassi-Kéré d'ouvrir la séance avec Pascal. Et on a réfléchi. La meilleure méthode peut-être était de commencer par parler un peu de réforme structurelle en général et puis d'arriver progressivement à celle de la santé à travers la table ronde qui allait suivre. Donc, puisque la question qui est posée aujourd'hui, c'est quelle réforme pour la santé, ça fait bien partie des réformes structurelles. Je voudrais dire quelques mots d'introduction sur le sujet. Souvent, je pense que les réformes structurelles sont mal comprises parce que peut-être mal définies, je ne sais pas, donc c'est un concept trop flou. Mais en réalité, si on comprend bien les réformes structurelles, elles ont pour objet d'augmenter le potentiel de croissance d'une économie, pas d'abaisser les niveaux de salaire et de protection sociale par des politiques d'austérité. Et souvent, il y a des confusions entre ces deux choses-là. Il faut bien qu'on ait l'esprit plus clair sur ce sujet. Et pourquoi est-il indispensable d'augmenter un potentiel de croissance dans une économie? Et d'abord, bien sûr, pour essayer d'abaisser le taux de chômage structurel. Vous savez qu'en France, à 8,5, 9, on commence déjà à tousser et que c'est à peu près le niveau de chômage structurel d'aujourd'hui. Et même quand l'économie va nettement mieux, comme en ce moment, on a du mal à baisser en dessous de 9, alors qu'en Allemagne, par exemple, on est à 4%. Je vais faire des comparaisons pendant mon cours exposé qu'avec des pays de la zone euro pour prendre des structures sociales comparables et pas des pays qui ont des structures sociales qui sont très différentes des nôtres. Et si je prends le taux de chômage des jeunes, il est structurellement pratiquement en France, pour les 15-24 ans, pour ceux qui veulent travailler, de 25% à peu près, un peu moins de 25%, en Allemagne de 7%. Il y a donc quelque chose qui ne va pas, évidemment, et qu'il faut considérer. La deuxième raison d'augmenter le potentiel de croissance d'une économie, c'est évidemment d'assurer un meilleur profil de solvabilité de l'État et des services publics, et par là même, bien sûr, d'accroître la soutenabilité de la protection sociale et des retraites. Donc, ce que je pense, c'est que si je voulais ouvrir maintenant sur quelque chose d'autre, mais qui est de même nature, c'est qu'aujourd'hui, les économies développées ont à faire face à deux révolutions. D'ailleurs, toutes les économies, mais nos économies développées. La première révolution est la révolution de la mondialisation, qui date maintenant depuis plus de 20 ans, mais qui s'est accrue largement. La deuxième révolution étant la révolution technologique de la digitalisation, ou de la robotisation. Enfin bon, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'enchaîne l'un aux autres et ça peut être semblable. Au total, dans les économies développées, dans le futur, il y aura évidemment dès maintenant, il y aura de moins en moins de travail répétitif, de moins en moins de travail à faible valeur ajoutée, de moins en moins de travail qui correspond à des faibles formations. Et si ce travail-là disparaît, on a deux possibilités dans les pays développés de réagir. La première, c'est soit d'essayer de baisser le coût du travail, les salaires, les protections sociales, donc faire des politiques d'austérité pour retrouver la compétitivité, soit d'essayer d'augmenter la qualité-prix en allant chercher, évidemment, ce qui fait tout l'intérêt de l'économie de la connaissance, ce qui fait la recherche de la valeur ajoutée, les innovations,
est ce que j'appelle moi sortir par le haut. Et pour sortir par le haut, pour augmenter le rapport qualité-prix, c'est-à-dire pour aller chercher la valeur ajoutée, pour se distinguer sur le chemin d'innovation des pays qui font cette mondialisation, comme les pays asiatiques par exemple, mais pas seulement, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de faire des réformes structurelles pour améliorer les choses. Et je vais prendre un exemple très simple qui a été lié à la crise de la zone euro. Au moment de la crise de la zone euro, on a eu, comme vous le savez bien, les pays du Sud qui ont eu ce qu'on appelle en économie un sudden stop, c'est-à-dire une crise de non-financement du déficit de la balance courante. Brutale. Et en fait, on s'est aperçu avec cela qu'il y avait 3 types de réactions possibles. Celle des Allemands qui étaient de longue date antérieure et qui avaient construit progressivement par les réformes structurelles une économie qui s'industrialisait, qui ne se désindustrialisait pas et qui était fondée sur de la haute valeur ajoutée. On avait l'Espagne qui, face à la catastrophe dans laquelle elle était et au taux de chômage incroyablement fort auquel elle avait à faire face au moment de la crise de la zone euro, a eu comme en fait solution de baisser fortement les salaires, de baisser fortement la protection sociale, de façon à pouvoir sortir davantage de compétitivité et se battre. Ce qui d'ailleurs lui a pas mal réussi, puisqu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, elle s'en sort plutôt bien. D'un point de vue social, évidemment, ça a eu des conséquences en termes de populisme très importants et des conséquences sociales innombrables en termes de chômage, de douleurs sociales, etc. Et puis la France qui est un peu au milieu des deux, qui a en réalité le coût du travail à peu près de l'Allemagne et qui a en gros une spécialisation industrielle qui n'est guère plus qualitative que celle de l'Espagne. Et du coup, qui est en train d'être renfermée qui était en train d'être renfermée dans une difficulté sans fin, avec une balance courante qui ne cesse d'être déficitaire fortement, alors que tous les autres pays de la zone euro quasiment se sont rééquilibrés ou sont très excédentaires, avec un taux de chômage extrêmement élevé, avec un déficit public permanent, etc. Et donc, les réformes structurelles, dans un pays justement d'économie développée, ça permet, à mon avis, d'éviter ces politiques d'austérité si on les prend assez tôt, si on n'est pas pris à la gorge au dernier moment, si on anticipe bien, de façon à éviter tout ce que je viens de dire, qui évidemment n'est pas très réjouissant et qui consiste à adopter des politiques d'austérité pour retrouver de la compétitivité, mais par le bas et non par le haut. Comme on sait, le taux de croissance potentiel, on apprend ça en économie assez rapidement, c'est l'addition du taux de croissance de la population disponible à l'emploi et des gains de productivité. Alors je résume un peu, mais en gros, c'est bien cela la définition de du taux de croissance potentielle. Et ce sont en tout cas les deux forces essentielles qui conduisent à faire bouger le taux de croissance potentielle vers le haut ou vers le bas. C'est-à-dire augmenter les forces vives d'un côté, et puis de l'autre côté, les gains de productivité, c'est aussi l'efficacité de l'économie. Alors il y a quelques grandes familles de réformes structurelles, et c'est ça que je vais développer pour finir ce court exposé. La première famille, c'est évidemment se battre sur le niveau d'enseignement, parce que dans une économie de la connaissance, il n'y a pas d'autre solution pour les pays développés que d'essayer d'augmenter le niveau d'enseignement. Et on sait là-dessus que la France, à part pour ses élites, est en réalité en déclin. Elle se place mal dans tous les critères de comparaison de l'OCDE. Elle se place même de plus en plus mal, ce qui est dangereux, évidemment, parce qu'il y a une corrélation assez bonne entre le taux d'emploi dans les pays développés et le niveau des jeunes qui ont 15 ans et qui sont mesurés par des tests dans tous les pays de l'OCDE de la même manière, ou bien encore par ça c'est le test PISA, ou bien encore par le test PIAC, qui est de prendre des personnes au travail et de mesurer leurs compétences en termes de calcul utile au travail, de capacité d'expression utile au travail, etc. Et là aussi, la France se place assez mal et perd des places progressivement. Donc son niveau d'enseignement, en réalité, est en train de baisser, ce qui est tout à fait ennuyeux. D'où première réforme structurelle, c'est évidemment de remonter le niveau d'enseignement. J'y mettrai avec, même si je reviendrai dessus tout à l'heure, la formation professionnelle. Et évidemment,
la formation professionnelle, comme on le sait en France, est très inefficace. Ça ne s'adresse pas aux personnes qui en ont besoin et elle coûte horriblement cher pour un rendu extrêmement faible. Donc là encore, c'est une inefficacité, évidemment, sur laquelle le gouvernement est en train de s'attaquer, comme d'ailleurs au niveau de l'enseignement, comme vous le savez. Deuxièmement, le marché du travail. Le marché du travail, et pardon, j'ajoute pour l'enseignement qu'en France, ce n'est pas une question de moyens. Il y a peut-être une mauvaise répartition des moyens, mais ce n'est pas une question de moyens dans son ensemble. L'enseignement public en France représente 5,5% du PIB et dans la zone euro hors France, 4,5%. Or, il y a beaucoup de pays européens qui sont bien meilleurs que nous dans les classements de l'OCDE. Donc, on n'a pas un problème de moyens en général, on a un problème d'affectation des moyens et un problème surtout de contenu de l'enseignement. Deuxièmement, le marché du travail. Très vite, parce que c'est évidemment un très long sujet, donc je ne vais pas pouvoir dire beaucoup, mais simplement pour dire qu'il faut essayer d'en finir avec le cloisonnement entre ceux qui ont du travail et ceux qui n'en ont pas, parce que c'est totalement inéquitable. Évidemment, j'ai rappelé le taux de chômage des jeunes, qui est insupportable en réalité, et donc il faut bien faire des choses pour cela, et il faut faciliter la possibilité d'avoir du travail pour les nouveaux entrants. Il faut faciliter aussi les passages de secteurs qui sont en déclin aux secteurs qui sont en croissance. Et tout le monde, évidemment, doit pouvoir, dans sa vie, être formé pour pouvoir changer de secteur économique quand il le faut. Et puis, il faut sortir du paradoxe incroyable dans lequel on est, qui est le propre de chômage structurel. C'est qu'on a grosso modo 9% de chômage incompressible en ce moment, mais on a à peu près 50% des entreprises en France qui sont en difficulté d'embauche et qui cherchent des gens. Donc voilà, typiquement, l'objet d'une réforme structurelle. C'est comment faire en sorte pour rapprocher les deux et non pas cloisonner ce marché comme il l'est aujourd'hui. Naturellement, une des réflexions possibles, et celle probablement préférée de nous, je pense, mais en tout cas qui est en réflexion aujourd'hui, c'est la flexisécurité, comme ça a été fait dans les pays nordiques, pour arriver à donner de la flexibilité, mais de la sécurité des gens qui sont au travail, et bien sûr réformer au passage la formation professionnelle, comme je l'ai dit, qui est indispensable, mais qui est bien mal utilisée. Troisième nature. Ah oui, bien sûr. Troisième nature. Alors, pour la santé, on en parlera tout à l'heure, donc moi, je ne dis rien pour l'instant. Troisième nature, même si c'est compris dedans, c'est l'efficacité des administrations publiques. Il faut savoir, et vous le savez bien, qu'en France, on est sur le podium des dépenses publiques sur PIB et des prélèvements publics sur PIB, et que, écoutez quand même bien le sujet, le point, on est à plus 25% de dépenses publiques sur PIB par rapport à la zone euro hors France, je ne parle pas des États-Unis, n'est-ce pas, mais de la zone euro hors France, et on est à plus 20% des prélèvements obligatoires en France par rapport à la zone euro hors France. Il y a évidemment quelque chose dont on pourrait répondre, auquel on pourrait répondre en disant que ce n'est pas très grave si l'administration publique fournit une qualité telle que c'est formidable, mais les comparaisons OCDE sur l'ensemble du service public montrent qu'on est dans la moyenne de la classe, alors qu'on est au podium des dépenses. Et on ne peut pas être au summum des dépenses et être seulement dans la moyenne en qualité. Parce que ça encore, c'est un manque d'efficacité. Il y a des calculs qui ont été faits, ce ne sont pas les miens, mais j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de ce que je vais dire maintenant, mais je l'ai entendu et lu, c'est que sans baisser les prestations sociales, mais ça sera discuté probablement tout à l'heure, sans baisser les prestations sociales, on pourrait économiser 6 à 10 milliards d'euros en France annuels, tout simplement en travaillant mieux et plus efficacement dans l'empilement des structures qui peuvent exister dans les différents endroits. Pour continuer et pratiquement terminer, je voudrais dire que, bien sûr, ça permettrait, si on avait une meilleure efficacité de l'administration publique au sens général du terme, hein, c'est l'ensemble des services publics, d'abaisser les prélèvements sur les entreprises. Et il faut savoir que sur les entreprises, la France a 55% de plus de prélèvements obligatoires sur les entreprises que n'ont les pays de la zone euro hors France sur les entreprises. 55% de plus. Évidemment, ça ressent sur l'emploi. Même chose pour les cotisations sociales qui font partie des prélèvements obligatoires. Les cotisations sociales payées par les entreprises sont 65% plus élevées en France par rapport à la zone euro hors France. Et il faut savoir que le taux de cotisation sociale payé par les entreprises est en corrélation très étroite avec le taux d'emploi. Donc plus on a de cotisations sociales dans les entreprises, moins le taux d'emploi est élevé. C'est une corrélation très robuste sur l'ensemble des pays de l'OCDE. Quatrième point, c'est les retraites. Les retraites, on paye en France, les dépenses publiques de retraite, en pourcentage de PIB, sont
de 40% de plus que celle de la zone euro hors France. 40% de plus. Est-ce que les retraités ont une meilleure retraite? À peine. Mais la différence se fait tout à fait sur autre chose. Le taux d'emploi des 60-64 ans en France est de 28%. 28%. Il est en Allemagne de 56,5%. Il est en Suède de 68%. 25%. 28% en France. Et évidemment, c'est juste impossible. La démographie ne le permet pas. Et on a des problèmes d'équilibre de retraite à l'évidence tant qu'on ne résout pas ce problème. Et même si on a fait des progrès, il reste beaucoup de progrès à faire pour suivre l'évolution démographique et, comme certains pays nordiques, par exemple, fixer l'âge de la retraite sur l'évolution de l'âge de la vie. Et il faut savoir qu'en gros, on avait une espérance moyenne de vie après la retraite dans les années 60 de 2 ans. Elle est en ce moment de 24 ans. Il y a quand même un petit malaise puisqu'on a réduit la durée, on a avancé l'âge de la retraite et non pas reculé. Évidemment, il y a quelque chose qui ne correspond pas très bien. L'innovation, cinquième famille, innovation R&D. Je dirais simplement qu'on a du retard en France dans la R&D privée, qu'on a du retard dans la part des technologies de l'information et de la communication dans le PIB, et dans l'évolution de cette part, et dans le nombre de brevets triadiques. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le fait que nos entreprises en France, entre 2000 et 2014 environ, ont eu un profit sur le PIB qui a été légèrement déclinant, alors que tous les autres pays de la zone euro étaient à peu près en hausse, sauf l'Italie probablement, et qu'évidemment, le profit sur PIB des entreprises en France est plus bas structurellement que celui des autres pays de la zone euro. Ce qui fait que si on ne laisse pas suffisamment d'argent aux entreprises pour pouvoir investir dans la recherche et développement et l'innovation, elles se contentent de ce qu'elles sont, et si elles n'évoluent pas dans le monde tel qu'il est, évidemment, elles sont moins capables d'employer aussi. Dernier point, c'est la position à laquelle je reviens, qui était mon introduction, sur le rapport qualité-prix. La France, je disais, a un prix de travail qui est sensiblement le même que celui de l'Allemagne. Alors après, si on raisonne en coût unitaire, il est quand même un peu meilleur, mais globalement, il est proche de celui de l'Allemagne, mais avec une qualité, une spécialisation des industries, une valeur ajoutée trop faible. En moyenne, naturellement, il y a des entreprises qui sont à très forte valeur ajoutée, mais en moyenne. Et bien, ceci conduit la France à avoir un déficit de balance courante, comme je l'ai dit, de 2% sur PIB, alors que tous les autres pays sont en train de s'équilibrer ou sont excédentaires en zone euro. Alors, il y a des phénomènes de zone euro, mais il n'y a pas que cela. Il y a le taux de chômage à 9%, le déficit public qui n'a pas cessé d'exister depuis 1974 sans exclusion. Du coup, une dette publique qui n'a pas cessé de monter, qui atteint 100%. On a une production manufacturière, et ça c'est un des points les plus importants, la production industrielle en base 100 en 2002. Si je mets la production industrielle en base 100 en 2002, en 2017 en Allemagne elle est à 122, elle a augmenté de 22%. La production industrielle en France est passée à 90, c'est-à-dire qu'elle a perdu 10%. Voilà des effets de réformes structurelles très insuffisantes depuis bien longtemps. À court terme, c'est insoutenable. Soit il faut choisir de faire comme l'Allemagne, soit il faut choisir de faire comme l'Espagne. Je vous laisse comprendre ce que je préfère. Voilà, et c'était le bon programme. Merci à vous. Bon, eh bien moi, je vais être très rapide parce que Olivier a tout dit sur les réformes structurelles. Donc, je voulais d'abord remercier la faculté de droit de l'UPEC et Françoise Moulin-Civil qui nous a fait l'honneur d'ouvrir ce colloque. La BRED, Olivier Klein, l'équipe de recherche érudite et Thomas Barnet qui a organisé cette soirée. Les GECO, Pascal Lemairer et l'assistance nombreuse, c'est très courageux de venir après une journée de travail écouter de l'économie et nos intervenants dont nous attendons beaucoup sans leur mettre de pression. Alors, très vite, qu'est-ce qu'une réforme structurelle? Quel rapport avec les finances publiques et comment l'appliquer à la santé? Qu'est-ce qu'une réforme structurelle? Je dirais que c'est ce qui n'est pas une réforme à la marge. On peut faire des réformes à la marge. Par exemple, on va baisser telle taxe, augmenter telle cotisation, réduire un peu le temps de travail, augmenter l'âge de la retraite, des choses. Ça, c'est des réformes à la marge ou paramétriques. Et on peut vouloir changer le système. Et la différence entre les deux, c'est que les réformes à la marge font des arbitrages un peu plus, mettons, de loisirs, un peu moins de ressources pour la santé. Et les réformes structurelles ambitionnent de déplacer les termes de l'arbitrage. Par exemple, on veut augmenter la productivité de manière qu'on puisse à la fois travailler moins et
avoir une meilleure protection sociale. Donc c'est vraiment ça l'ambition des réformes structurelles. Il ne faut pas les voir du tout comme le détricotage systématique d'un système de protection sociale. Il y a toutes sortes de réformes structurelles, ça a été dit. Il y en a qui augmentent les inégalités, mais il y en a qui réduisent les inégalités. Donc voilà, c'est un grand sac où il y a plein de choses et on ne peut pas vraiment les comparer. Alors, dans le domaine... Donc, quel rapport avec les finances publiques? Bon, les économistes n'ont pas grand-chose à dire sur le niveau global des dépenses publiques. Il y a des pays avec beaucoup de dépenses publiques et ça se passe très bien en termes de croissance, d'autres avec peu de dépenses publiques, ça se passe très bien aussi. C'est plutôt la société qui décide. Donc à partir du moment où les gens ne veulent plus payer d'impôts, voilà, il faut ajuster les dépenses publiques, on n'a pas vraiment le choix. Et là aussi, on peut le faire à la marge, donc ça s'appelle le rabot, ou on peut le faire de manière structurelle. Et donc, je pense qu'on va pas mal parler de ça aujourd'hui. En France, le système de santé est considéré comme en général assez bon, mais avec de grandes inégalités. Donc, on ne parle pas d'une situation où tout est très bien. On a parlé des déserts médicaux. Il y a des grandes inégalités en matière de santé. Et si maintenant, on prend juste l'exemple de l'hôpital, on peut parler des moyens de l'hôpital, on peut parler de tarifs de l'acte, mais on peut parler aussi de transformer le système, on peut parler du numérique, de l'hospitalisation de jour et naturellement de la robotisation, des systèmes d'information, de la tarification. Et donc on peut modifier le système de prix, modifier le mode de rémunération des hôpitaux. Donc vous voyez, c'est un champ énorme en fait, d'application de quelque chose de très général sur qu'est-ce que c'est qu'une réforme structurelle par rapport à une réforme à la marge. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille de réformes structurelles très importantes. Et c'est pourquoi le thème de cette soirée est particulièrement intéressant ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès. Je voulais simplement préciser pour certains étudiants d'économie qu'au fond, il ne faut jamais opposer les réformes structurelles à la politique conjoncturelle. Je ne crois pas du tout qu'il y ait d'un côté les politiques de l'offre et de l'autre côté les politiques de demande, on est d'un côté ou de l'autre. De temps en temps, on a des besoins de relancer la demande et de temps en temps, on a des besoins d'augmenter la compétitivité de l'économie par le haut ou par le bas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais ce n'est pas du tout antinomique et ce n'est pas parce qu'on est pour des réformes structurelles qu'on est contre une politique conjoncturelle, évidemment.